Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai racheté du Edenred. C'est une position que j'avais déjà et j'ai décidé de renforcer ma position puisque l'action avait chuté autour des 24 euros. Donc moi j'en ai racheté à peu près le même montant que j'avais mis au départ à 24,3 euros et aujourd'hui je suis à peu près break-even. Je l'ai racheté parce que aujourd'hui Edenred est à un niveau de valorisation qui est assez bas. Puisqu'effectivement, on est sur un niveau de EV sur free cash flow de 11, mais en réalité, Edenred a un problème de cash flow ces derniers semestres, qui selon moi n'est que passager et qui est assez commun chez Edenred. Donc, il faut plutôt se baser sur l'EV sur EBIT, qui lui est à 6,8, et on voit qu'on est sur le niveau le plus bas jamais atteint, sachant que 6,8 c'est quand même très peu, puisque ça veut dire que si les problèmes de cash flow de Edenred se résorbaient et qu'on retrouvait une marge free cash flow d'à peu près 30-35% comme avant, eh bien on aurait un EV sur free cash flow qui serait proche des 8, ce qui en ferait littéralement une opportunité très intéressante, puisque à 8, je vous le rappelle, on a de très fortes chances d'avoir une très bonne performance. Edenred, c'est une entreprise sur laquelle j'ai fait beaucoup d'analyses et de recherches. J'ai fait d'ailleurs 2 vidéos sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Mais il y a un point que j'ai mentionné dans mes analyses, mais que je n'avais pas développé et qui m'a été posé en commentaire de cette vidéo, qui m'a été posé par PVBan37, donc drôle de nom, mais pourquoi pas, et qui me dit le problème c'est qu'Edenred reste partiellement dépendante des taux d'intérêt, car une partie de ses revenus provient du placement des fonds clients, le float. Effectivement, c'est un des atouts de Edenred, c'est ce fameux float qui lui permet de générer de l'argent avec de l'argent qu'elle n'a pas, théoriquement, qui ne lui appartient pas. Et elle est soumise à des contraintes réglementaires dans certains pays, notamment sur les titres restaurants, effectivement. De plus, le nombre d'actions n'est pas strictement stable en raison d'émissions liées au plan d'action gratuite. C'est dommage, sinon belle analyse. Alors là, il va pointer deux choses. D'abord, la question, trois choses même. D'abord, la question des taux d'intérêt, ensuite la question des contraintes réglementaires dans certains pays, et ensuite la question du plan d'action gratuite. Ce troisième point, je ne vais pas le traiter dans cette vidéo parce que en réalité, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste effectivement quelque chose qui n'est pas une opération positive pour l'actionnaire, c'est neutre. Donc pour moi je le mets plutôt de côté, c'est ni négatif ni positif en fait. Le deuxième point sur les contraintes réglementaires, ça mériterait qu'on fasse une vidéo tout entière basée sur chaque pays, etc. C'est un peu long, ce qu'on peut voir quand même, c'est que oui, les pays aiment l'idée de réglementer l'activité d'Edenred en plafonnant notamment certains tarifs, mais il ne faut pas non plus se tromper sur le fait qu'ils ne vont pas détruire l'activité d'Edenred. On a eu cette peur il n'y a pas très longtemps au Brésil, et il se trouve que le gouvernement est très vite revenu dessus, et finalement il ne s'est rien passé. Donc pour moi c'est un risque qui est surestimé, qui ne justifie pas le niveau de valorisation aussi bas qu'actuellement. Et enfin, troisième point qu'il mentionne, et c'est celui-là dont je vais parler dans cette vidéo, c'est la question des taux d'intérêt, la dépendance aux taux d'intérêt. Est-ce que Edenred est dépendante aux taux d'intérêt élevés, plus particulièrement, puisque quand ils sont élevés, eh bien, elle va pouvoir placer ce float, les fonds des clients, eh bien, à un taux d'intérêt élevé, et c'est ça qui est intéressant pour elle. Cependant, lorsque les taux d'intérêt baissent, on pourrait se dire c'est la fin du modèle, ils vont plus générer de sous, etc. Je vais essayer dans cette vidéo de décortiquer ça, d'analyser ça vraiment avec plein de tableaux, plein de détails, pour essayer de vous montrer, je vous spoil un peu la conclusion, que selon moi, Edenred n'est pas particulièrement dépendante aux taux d'intérêt élevés. Et on est donc parti pour cette analyse. Alors déjà, commençons par le commencement. Les revenus des taux d'intérêt chez Edenred, c'est ce qu'on appelle les autres revenus. En fait, il y a le CA opérationnel et puis il y a les autres revenus, qui sont une part qui représente à peu près 10% du chiffre d'affaires, pour faire grossier. Et ces autres revenus, ce sont tout simplement donc, les revenus générés par le fait que Edenred va placer les fonds des clients, ce qu'on appelle donc le float, et qu'elle va les placer souvent sur des obligations d'État à très court terme, à 6 mois, 3 mois, 1 an, etc., pour générer de l'intérêt. Ce sont des obligations qui vont être très liées au taux d'intérêt court terme et donc au taux d'intérêt directeur. Donc mécaniquement, quand une banque centrale réduit ses taux d'intérêt, comme c'est le cas en ce moment par la BCE, eh bien on pourrait se dire que Edenred va générer moins d'argent. Et on va le voir, ça c'est vrai. De quoi sont dépendants les autres revenus? En fait, à quoi sont liés les autres revenus? Eh bien, ils vont être liés à deux choses, qui va être le montant du float total. Évidemment, plus Edenred a de fonds de ses clients à gérer, eh bien, plus elle va être en capacité de générer de l'argent dessus. Donc, il va falloir regarder cette évolution. Et ensuite, on va regarder le taux d'intérêt auquel il est placé. Alors, on n'a pas cette info, mais on peut l'estimer très facilement.
Et c'est ce que j'ai fait dans ce tableau. Donc là, je vous ai mis de 2021 à 2024 et j'ai aussi mis le S1 2024 et le S1 2025 pour qu'on puisse suivre très récemment l'évolution des autres revenus. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal augmenté puisqu'on était à 44 millions en 2021, on est passé à 247 millions en 2024. On a fait un x5, c'est absolument énorme. Et si on prend les semestres 2024 et 2025, on voit que le S1 2025, on a fait 124. Donc si je multiplie par 2, c'est pas très rigoureux de faire ça, mais en vrai ça le fait. D'autant plus qu'on voit que ça correspond plutôt pas mal. On arrive à 248. Et si on fait la même chose pour 2025, on était à 112 pour le S1 et on serait donc à 224. Et on amorcerait donc notre diminution. Maintenant, première chose, est-ce que c'est lié au float qui a diminué? Eh bien, si on regarde, le float, il a eu tendance à augmenter entre 2021 et 2024, même si l'augmentation n'était pas très élevée. Donc, en gros, c'est pas ça qui a joué principalement sur les autres revenus, ça va être le taux d'intérêt, que là j'ai estimé en divisant la colonne du haut par la colonne du bas, hein. Enfin la ligne du haut par la ligne du bas. Donc on voit qu'on a eu un taux d'intérêt qui a explosé, passant de 0,8% lorsqu'on avait des taux bas à 4% avec des taux élevés. Et si on regarde sur les deux semestres 2024 et 2025, eh bien on a un taux d'intérêt estimé pour 2024 à 4,5%, ça c'était le maximum atteint. Et pour 2025, eh bien on serait à 4,1%, donc on aurait bien notre diminution des taux d'intérêt. En gros, ce que ça veut dire, c'est que là, clairement, on voit une dépendance, ou en tout cas une sensibilité d'Edenred au taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, Edenred génère plus de revenus, et lorsque les taux d'intérêt baissent, eh bien Edenred génère moins de revenus. Donc ça, c'est une inquiétude légitime. Pour le coup, extrêmement légitime. Mais il faut quand même aller plus loin que ça, plutôt que s'arrêter ici, puisque vous allez voir, il y a plein d'autres choses à dire qui sont intéressantes. La deuxième crainte qu'il y a, et qui est extrêmement légitime également, c'est la question de la marge opérationnelle du CA et des autres revenus. En fait, il faut comprendre que le CA dit opérationnel, donc c'est-à-dire littéralement généré par les activités d'Edenred, eh bien la marge opérationnelle de ça va être plus faible que la marge opérationnelle des autres revenus. Pourquoi? Parce que sur les autres revenus, c'est des revenus d'intérêt. Et les revenus d'intérêt n'ont quasiment aucun coût. Il n'y a pas de COGS, il n'y a pas de OPEX, il n'y a pas de CAPEX, bref, il n'y a pas vraiment de coût. Donc on peut estimer grossièrement la marge opérationnelle des autres revenus à 90%. Pour faire simple, on simplifie, c'est 90%. Ça veut dire que sur 224 générés, on va avoir 90% qui va être du bénéfice. Alors que pour le CA opérationnel, c'est pas du tout ça, on va plutôt être sur du 30%. Donc vous voyez que les autres revenus, en plus de booster le CA, ils vont booster la marge opérationnelle. Donc si les autres revenus venaient à baisser, eh bien ça veut dire qu'on aurait une grosse baisse de rentabilité. Donc c'est ça qu'on va essayer de regarder ici. Je vous ai mis ici l'évolution dans un tableau, ensuite je vous le montrerai en graphique, du CA opérationnel, donc c'est-à-dire qui exclut les autres revenus, des autres revenus, de l'EBIT au global et de l'EBIT moins les autres revenus. C'est-à-dire que j'ai pris l'EBIT et j'ai enlevé, j'ai enlevé littéralement la ligne autres revenus pour vraiment qu'on exclue totalement cette partie-là. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que si on prend de 2021 à 2024, le CAGR du CA opérationnel, il est de 13%. C'est plutôt une bonne croissance. Alors on a eu un ralentissement en 2025 puisqu'on tablerait plus sur du 7 à 9%, donc qui serait un peu plus faible. Sur les autres revenus, par contre, là, je vous l'ai dit, le CAGR, il est exceptionnel. On a fait un x5, donc on a un CAGR de 54%. Mécaniquement, ça se traduit sur l'EBIT, qui lui a eu un CAGR de 18%. Donc on voit qu'on a un meilleur CAGR que le CA, ce qui veut tout simplement dire qu'il y a une amélioration de la rentabilité. Donc ça, c'est positif. Mais est-ce que cette amélioration de la rentabilité, elle est uniquement due aux autres revenus? Eh bien, on va regarder ça dans cette dernière ligne, la ligne EBIT moins autres revenus, où on a eu un CAGR de 12% par an. Ça veut dire que si on excluait totalement le fait que Edenred pouvait gagner de l'argent par les taux d'intérêt, eh bien, elle aurait quand même une croissance de 12% par an. Honnêtement, 12% par an de croissance, ça reste une très bonne croissance. C'est une croissance à 2 chiffres, et qui, si vous l'ajoutez à un ratio de valorisation aussi bas qu'actuellement pour Edenred, je vous le rappelle, à 6,5 fois l'EBIT, bah là, vous avez une performance potentielle qui est énorme, parce que 12% de croissance à un ratio de valorisation de 6, 7, 8, c'est une performance potentielle qui va être assez énorme. Donc ce que ça montre, c'est que oui,
Edenred a beaucoup profité des autres revenus et de l'augmentation des taux d'intérêt, mais que sans ça, elle avait quand même une croissance cool, et une croissance qui permettait d'avoir une bonne performance. Donc ma conclusion là-dessus, c'est qu'en réalité, si on réfléchit bien, Edenred profite de taux d'intérêt élevés, mais n'est pas vraiment négativement impacté par des taux d'intérêt bas. Certes, elle perd un petit avantage, mais c'est pas tout son modèle qui s'effondre. Ça va juste être une part du modèle qui devient moins rentable. Et il faut plus voir ça comme un côté, un petit plus dans les moments de taux d'intérêt élevés et un petit moins dans les moments de taux d'intérêt bas. Alors voilà ce que ça donne en graphique. On voit bien qu'on a une croissance du CA qui est quand même pas mal, même s'il y a un ralentissement en 2025. Et pour les autres, pour les bénéfices, je vous ai fait le même graphique, donc sans le CA pour qu'on voit un petit peu mieux. Et on voit que les autres revenus donc, ont beaucoup augmenté. Si on prend l'EBIT, pareil, on a une bonne augmentation, même si ralentissement entre 2024 et 2025. Par contre, si on prend l'EBIT et autres revenus, voilà, vous voyez bien qu'on a une croissance qui va être moins forte sur les dernières années, et c'est normal, c'est lié aux autres revenus, hein. Mais en même temps, vous avez quand même une croissance qui est assez linéaire, et potentiellement un léger ralentissement en 2025, mais sur le long terme, j'ai assez peu de doutes sur le fait que la croissance va pouvoir revenir autour des 10%. En bref, la conclusion que je fais de tout ça, moi, pour Edenred, c'est qu'Edenred, c'est sans aucun doute une entreprise sensible aux taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, eh bien, elle a une meilleure rentabilité. Et lorsqu'ils sont bas, elle a une moins bonne rentabilité. Mais elle n'est pas dépendante aux taux d'intérêt. Ça n'est pas du tout une banque. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous avez une banque, c'est dépendant des taux d'intérêt parce que la plupart des revenus générés sont liés au fait que la banque va placer les dépôts des clients. Or, Edenred, ça représente 10% de son chiffre d'affaires. Et 10%, c'est pas suffisant pour que lorsque la situation se dégrade, eh bien, ce soit tout l'écosystème d'Edenred et tout le business model d'Edenred qui se dégrade. Il va certes perdre un petit peu en rentabilité, mais pas de manière dramatique. Et moi, ça me fait penser à une citation de Monish Pabrai qui disait que le but, c'était de faire des investissements qui sont low risk, high reward. Et l'idée, c'est de se dire, pile, je gagne, et en gros, pile, les taux d'intérêt sont élevés et je vais profiter d'une très bonne performance. Et face, je perds pas grand-chose. Et là, c'est cette idée que je vois, c'est-à-dire, si les taux d'intérêt sont élevés, c'est super, je vais gagner beaucoup d'argent. Et si les taux d'intérêt sont bas, je vais pas perdre énormément d'argent, même très peu, voire pas du tout, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même de la croissance, même quand on enlevait les autres revenus. Et donc, dans l'idée, dans tous les cas, que les taux d'intérêt soient bas ou élevés, je vais gagner de l'argent. C'est juste que je vais en gagner un peu plus lorsque les taux d'intérêt seront élevés. En tout cas, moi, ça ne change pas ma théorie d'investissement sur Edenred. Je trouve toujours que c'est une entreprise qui est de qualité, qui est certes pas l'entreprise la plus qualitative de mon portefeuille, mais qui reste une entreprise de qualité, avec de la croissance, avec une rentabilité qui est bonne, qui certes connaît un problème de cash flow depuis quelques années, mais c'est pas quelque chose de dramatique et c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Edenred dans le passé et qui va pouvoir se régler, j'en suis à peu près convaincu. Donc moi, ça change pas ma vision. C'est une inquiétude qui est totalement légitime, c'est cette question des taux d'intérêt, et qui est même très pertinente, mais qui ne doit pas, selon moi, éclipser le reste de toute l'analyse, qui est qu'on est sur une entreprise qui a un très bon moat, qui a une bonne rentabilité, une bonne croissance, et qui a surtout un niveau de valorisation extrêmement faible, qui permettra, je l'espère, d'avoir une très bonne performance dans le futur. Je précise juste que, pour le coup, Edenred verse un dividende avec un payout ratio qui doit être autour des 40%, et pourtant, le rendement du dividende est de 5%. Donc, c'est vous dire le rendement potentiel de Edenred, puisque seulement avec 40% de payout ratio, eh bien, on a déjà un rendement du dividende de 5%. Alors, vous savez, le dividende, c'est pas un critère en soi pour moi, mais c'est juste à titre indicatif, c'est toujours marrant de remarquer qu'on a une performance aussi bonne juste avec un dividende. Et donc, imaginez si l'entreprise derrière avait une petite croissance en bourse, là, ce serait tout simplement une performance super. Donc, j'y crois toujours. C'est une position qui n'est pas complète chez moi. À 1800 €, je pourrais très bien monter à 3000 € si on retombait sur le niveau de valorisation d'il y a à peu près une semaine et demie. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir les 2 vidéos analyses que j'ai faites de Edenred qui sont aussi très complètes et qui vont pouvoir vous permettre de voir l'ensemble de l'analyse, puisque là on s'est focus sur un sujet qui est intéressant, mais c'est seulement un sujet. Et bref, voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.